Parce que plus la stratégie ou plus la situation financière est complexe, plus il y a des opportunités. Exact. C'est vraiment ça. Fait qu'à partir du moment qu'on le voit comme ça, de voir la vision globale, faire comme, OK, sont où mes opportunités d'optimisation, puis il y en a. Fait que ça, c'est un exemple concret, mais qu'on a fait souvent au cabinet. Puis c'est des changements financiers qui ont le plus d'impact. Oui. Yes. Bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Labrègue, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à un nouvel épisode du podcast Outside the Box. Mon invité d'aujourd'hui, les conférencières, les conseillères financières multidisciplinaires. Je reçois Cynthia Laventure. Bienvenue Cynthia. Merci de m'accueillir. Bien, ça me fait grandement plaisir. Je te suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, puis je me disais, il faut que j'invite Cynthia parce qu'elle partage beaucoup de valeurs. Puis dans des secteurs aussi que pas tout le monde... met beaucoup de concentration là, dans leurs publications, puis je pense que tu fais vraiment bien à le faire. Fait que... Ça commence très bien le podcast. Ça me fait encore plus plaisir d'être ici si tu me complimentes. ben, je vais peut-être essayer d'en placer un de temps en temps, okay, comme ça, renforcement positif, là, pour que tu continues de me donner de la valeur et du contenu. C'est une bonne idée. C'est bon. Je voulais qu'on ouvre le sujet aujourd'hui sur l'optimisation fiscale pour les familles, parce que c'est vraiment important, puis je m'inclus là-dedans, mais il y a beaucoup de professionnels en finance qui se concentrent dans le marché des travailleurs autonomes puis des entrepreneurs. Tu le fais aussi, mais tous ces entrepreneurs-là puis ces propriétaires d'entreprises ont des familles. Donc, souvent, ça donne l'impression qu'on skip peut-être les premières étapes, là, quand au final, tu t'occupes pas de ton personnel, tu t'occupes juste de ta business. Je pense qu'il y a plein de points là, qui vont être intéressants de discuter. Fait que je vais passer la balle comme ça. Comment ça fonctionne un peu l'optimisation fiscale? De où on part là, pour les gens qui nous écoutent, là, qui voudraient mettre ça en place? Ben oui, dans le fond, au niveau de l'optimisation fiscale pour les familles, nous, quand j'ai commencé, je me suis lancée vraiment spécifiquement dans cette optimisation-là parce que ça me ressemblait aussi. Ouais. Moi aussi, je suis mère, j'ai 2 enfants. C'était ma situation aussi. Puis, c'est en parlant avec les gens que tu réalises qu'on ne connaît pas nécessairement tout ce qui existe au niveau de la fiscalité pour les familles. On sait qu'il y a des avantages. On reçoit nos allocations tous les mois. On ne sait pas trop pourquoi ou comment, mais ça rentre. On le prend. Puis après ça, il y a souvent le travail sur l'individu au niveau de la finance. Donc, monsieur, madame, les revenus, le REER. Puis, je trouve que ça a toujours été traité un petit peu individuellement. Mais quand on est une famille, puis quand on a des enfants, on tombe comme dans un autre monde. Ouais. Il y a comme tout un autre porte qui s'ouvre. Les discussions évoluent quand une personne devient parent ou achète la première propriété. Exactement. Fait que, même dans les conversations qu'on a comme famille, mais aussi dans la façon qu'on devrait regarder nos finances, puis aussi, c'est que ça nous ouvre des portes. On a des opportunités financières. Donc, oui, on a aussi des contraintes financières. On a des enfants, tout coûte plus cher. Oui. Mais avec ça vient aussi les allocations, des crédits d'impôt supplémentaires, des façons d'optimiser ses finances que d'autres personnes sans enfants n'ont pas. Donc, si on est pour absorber le coût d'avoir des enfants, on est tout de même aussi d'optimiser la fiscalité puis aller chercher le maximum possible qu'on peut à travers les différents régimes qui existent. Donc, quand on parle de l'optimisation fiscale pour les familles, c'est vraiment de regarder la structure financière familiale dans son ensemble, les 2 conjoints, les emplois, oui, des 2 conjoints, les enfants qu'on a, puis les projets qu'on a pour la famille en entier, des projets communs et les projets individuels de chacun. Donc, ça complexifie beaucoup, beaucoup l'analyse, mais c'est là qu'on voit des opportunités. T'sais. Exact. Puis c'est quand les gens nous partagent leurs projets aussi, qu'on sait comment les guider, parce qu'on ne peut pas donner les mêmes conseils à tout le monde. Chaque personne a ses propres projets. C'est ce qui fait que c'est du sur-mesure puis que ça devient individuel, là, le fait que chacun a leurs propres objectifs. Oui, puis je pense que notre rôle aussi comme conseiller, c'est de poser les bonnes questions pour aider les gens à les définir, ces objectifs-là. Parce que, souvent, on va avoir une idée, je veux faire, je sais pas, on aimerait ça mener avoir un chalet, puis on aimerait ça, faire un 6 mois sabbatique à mener, puis... Mais en ayant les conversations avec le couple, souvent, c'est les questions que je vais poser. C'est le couple va se regarder. Là, quand est-ce qu'on veut faire ça? Donc, puis là, moi, je sais pas. Là, vraiment, ça n'a pas d'allure ce que tu... Et là, tu ouvres des discussions, mais ça fait partie de notre rôle parce que, les gens ne peuvent pas se poser des questions s'ils ne savent pas que c'est une question à se poser. Donc, des fois, c'est qu'on ouvre des discussions aussi à avoir entre eux. Puis, souvent, dans l'analyse qu'on va faire, la première rencontre, c'est on jase. Après ça, je les laisse aller jaser entre eux. Exact. Personne me revient avec certaines réponses, mais ça force des conversations financières qui, des fois aussi, en couple, sont un peu tabous ou, sont source de conflits. Fait que d'avoir une tierce personne qui arrive puis dit, là,
On va les planifier, vos projets, on va le faire comme il faut pour éviter qu'il y ait une chicane plus tard parce que moi, je pensais ça, puis moi, je pensais ça. On va en parler maintenant, puis moi tierce partie impartiale, je vais vous dire comment le faire. Exact. Donc, ça aide aussi les gens à comme poser leurs idées puis à s'assurer que les objectifs qu'ils veulent atteindre, ils les réalisent pour de vrai. T'sais. Exact. Oui, puis d'avoir un plan aussi, ça leur permet de visualiser, puis quand ça met en action les changements qu'il faut faire. S'ils savent qu'ils ont un objectif, mais ils n'ont pas de date, ils ne savent pas combien de temps ça peut prendre, est-ce que c'est réaliste ou non, réalisable ou non. Ouais. Les petits ajustements qu'on apporte, là, ça les aide. Quand je rencontre mes clients, là, quand je rencontre des nouveaux clients, ce que j'entends le plus souvent, là, c'est mettons, j'ai une bonne job, on a des bons revenus, on a la maison, on a l'hypothèque, on a eu nos 1, 2, 3 congés de maternité. On a un peu de liquidité, mais on ne sait pas quoi mettre où. Je mets-tu dans mon REER ou je mets dans mon CELI ou je mets-tu dans les régimes épargne-études ou je fais ça un paiement supplémentaire sur mon hypothèque? Parce que l'étape de vie, là, où est-ce qu'on a des jeunes enfants, puis on a notre première maison, puis on a notre première hypothèque, puis la vie se stabilise à cause qu'on est sûrement entamé notre carrière. Ouais. On est rendu dans la trentaine, on a une carrière, on a des revenus plus stables qui rentrent. On a des dépenses qui s'ajoutent, mais là, on a une structure financière qui se complexifie. Puis ce que j'entends souvent, c'est je sais pas quoi faire avec mon argent. Je sais pas où la mettre. Je sais pas comment distribuer mes ressources. Je sais pas si j'ai de l'assurance, si tu as assez, si tu pas assez. Ouais. Les gens ne savent pas, puis c'est normal qu'ils savent pas parce que c'est complexe. T'sais. Exact. Puis même des fois, on entend « Ah, j'en ai de l'assurance », puis après, ça dit « avec mon travail ». Ouais. Attends un petit peu, là, on va... Minute! On va revenir là-dessus tantôt. Ouais. Mais tu sais, encore une fois, si les gens ne savent pas que c'est une question à se poser, ils ne la poseront pas. Fait que, tu sais, d'arriver avec, OK, on va faire l'analyse au complet, on va regarder les deux côtés, puis on va comparer, tu sais, si tu en as de l'assurance avec ton travail, puis madame et monsieur en ont, mais on va regarder les deux. On va regarder les deux plans, puis on va voir ensemble qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'on peut utiliser des deux côtés pour aller maximiser votre situation Tu sais, moi, dans le fond, ce que je dis toujours à mes clients, l'idée, c'est, je ne vais jamais vous dire, en faisant votre analyse, monsieur, madame, il faudrait aller vous chercher un autre emploi. C'est pas ça, là. On va faire ce que vous avez, exact. la structure que vous avez, puis la réalité que vous vivez aussi, la réalité budgétaire. Mais je vais vous aider à faire le plus possible avec chaque dollar qui rentre dans votre portefeuille, par exemple. Qu'on le mette le bon pion au bon à endroit. la bonne place, exact. au bon moment. Donc, c'est ça le rôle du conseiller, c'est de suivre dans le temps puis de prendre des décisions autant fiscales que temporelles. Exact. Quand est-ce qu'on fait quoi? Ouais. T'es-tu bonne aux échecs? Pas tant, mais moi, je suis vraiment dans le Tetris, par exemple. OK. Puis moi, je compare souvent à ça. Moi, des fois, je parle à mes clients, puis j'utilise le terme, c'est mon Tetris financier. Puis là, je leur dis, laissez-moi faire mon Tetris financier. Puis je compare toujours au Tetris parce que les échecs, oui, mais les échecs, c'est un jeu qui se joue à deux. Hein? Mais tes finances, là, c'est toi et toi-même. Puis la game de Tetris, là, il y a deux façons de jouer la game de Tetris, tout comme il y a deux façons de jouer la game des finances. Tu peux soit ouvrir ton jeu, regarder ton portefeuille, puis laisser les blocs tomber un peu au hasard. Tu vas le jouer ta game. Ça se peut que des fois, tu vas faire des bons coups. Ça se peut que tu vas faire des points. Mener, la game va se terminer. Ou tu peux être la personne qui prend ton jeu de Tetris puis qui analyse chaque cube, celui qui s'en vient. Pour placer tout de façon optimale pour que chaque ligne se close puis que ça fasse un maximum de points puis que la game, elle continue de rouler puis elle continue de rouler. Le rôle du conseiller, de la conseillère qui va prendre l'approche globale, c'est ça. C'est de jouer la game de Tetris comme il faut. J'aime ça que tu fasses l'analogie de Tetris parce que ça me fait même penser que tu peux laisser les pions s'emplir puis de temps en temps faire des bons coups, mais maintenant, quand le jeu s'accélère, c'est comme quand tu arrives vers la fin de ta carrière puis que là, tu commences à analyser comment tu as joué avant puis tu te rends compte qu'il reste moins de temps pour placer les pions puis là, il faut que tu les places encore mieux avec plus de pression parce que le jeu va plus vite. Exact. Puis c'est pas parce que tu as fait un bon coup en jouant la game au hasard que c'est parce que tu es capable de gérer ta game seule. Une fois de temps en temps, ça se peut que par hasard, le bloc soit tombé en bonne place. Tu as fait un bon coup, mais il ne faut pas se fier là-dessus pour que le reste de tes finances, le reste de la game soit aussi facile. Un peu comme la nuance des investissements autonomes, où est-ce que les gens qui ont profité d'un cycle de marché vraiment avantageux ont confondu, dans le fond, cette chance-là avec la compétence, puis ils ne sont pas en mesure de reproduire le train qui est passé, dans le fond, quand le cycle était aussi. Là. Oui, tu sais, ou pire, tu sais, on fait le pont là-dessus si il y a quelqu'un qui nous dit que lui a fait un bon coup parce qu'il a justement, il a bénéficié d'un bon temps dans le marché, il a acheté une action, quelque chose, il a fait un bon coup, de se fier sur cette recommandation-là, ce jugement-là pour dire, ouais, mais gars, lui, il a fait de l'argent avec ça, fait que moi aussi, je suis capable. Fait que c'est de faire attention aussi que
tu sais, si on revient à notre analogie de Tetris, là, je vais pas te parler des 25 games de Tetris que j'ai perdus, là. Je vais juste te parler de la game que j'ai scoré mon plus haut score. Ouais. En finance, c'est la même chose. Les gens vont vous parler du bon coup. Ils vont dire, ah ben, gars, moi, là, avec telle action, telle affaire, j'ai fait du 300 %. OK, t'as perdu combien d'argent dans tes autres placements avant? T'sais, les gens, ils en parlent pas de ça. J'ai fait 300 %, fait que finalement, j'ai break-even. Mais c'est ça, exactement. Mais ils vont pas dire qu'ils break-even. Ils vont dire, moi, avec ça, j'ai fait 300 %. Mais il faut aussi calculer, si tu veux être non biaisé dans ce que tu partages, il faut aussi que tu partages les coûts. Est-ce que tu as perdu de l'argent? Exact. Parce que tu peux pas faire de l'argent sur le marché boursier en action pure dans chaque décision que tu vas faire. Même les meilleurs gestionnaires de portefeuille, des fois, ils vont en gagner, des fois, ils vont en perdre. C'est la moyenne à long terme. Exact. Mais c'est ça. Fait qu'il faut faire attention aussi de pas trop prendre pour acquis parce que quelqu'un nous a partagé une victoire, que c'est la méthode qui va s'appliquer pour tout le monde puis qui va être gagnante pour tout le monde non plus. Là. C'est vrai. Puis la ligne aussi entre s'inspirer de quelqu'un qui a eu du succès puis d'essayer de reproduire ce qu'il a fait. C'était dans une réalité différente, des outils différents, des circonstances différentes. Tout était différent. Là. C'est pas toi. Donc, exact. J'ai rencontré une cliente récemment, puis elle me disait, c'est une nouvelle cliente, puis elle me disait, tu sais, j'entends, puis c'était jeune, infirmière, professionnelle, mais est en début de carrière, puis en début de structure financière. Tu sais, t'es comme, ben, il y a des gens qui me disent que le REER, c'est pas bon pour moi maintenant, puis il y en a d'autres qui me disent qu'il me faut que je prenne du REER, puis il y en a d'autres qui disent, ben non, il faut que je prenne du CELI. Puis elle dit, je sais pas. Elle dit, c'est question, je sais pas, tout le monde me dit des choses différentes. C'est vrai qu'on l'entend souvent, ça. C'est ça, puis la réalité, c'est comme, puis j'ai dit, ben, c'est parce que la réponse est différente pour tout le monde. T'sais, fait qu'en effet, il faut que tu ailles voir quelqu'un qui est capable de regarder pour toi. Genre, regarder pour toi, ta situation à toi, qu'est-ce qui est mieux pour toi. Exact. C'est pas parce que son parfum sent bon sur elle qu'il sent bon sur toi. Non, c'est ça. Honnêtement, si les finances étaient du one size fits all, moi, plutôt, on n'aurait pas de job. On n'aurait pas de job, exact. On n'aurait aucun rôle, on n'aurait aucune valeur ajoutée à donner. Là. Exact. Fait que le jour que ça devient du one size fits all, il va falloir qu'on se trouve une autre passion. Là. Oui, ben, je pense que c'est pas demain que ça va arriver. Non, mais je vais quand même revenir sur les blocs de Tetris là, qui sont disponibles pour les jeunes familles là, pour optimiser leur fiscalité. Puis, ça devient intéressant. Là. Je veux pas faire du one size fits all, mais je veux que les gens comprennent ce qui est disponible. Puis, malgré tout, il y a quand même des concepts qui reviennent souvent, qu'on peut réappliquer. Donc, que ce serait, mettons, la première étape que tu pourrais analyser ou suggérer? Tantôt, on a parlé de marge de crédit hypothécaire avant d'enregistrer. On a parlé de REER là, dans ton exemple de l'infirmière. Il y a le CELIAP maintenant qui vient de sortir. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu de... oui, bien, dans le fond, la base, là, c'est de comprendre un peu le système. Ouais. Quand tu comprends un peu le système, après ça, tu es mieux outillé pour aller utiliser les différents volets. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que un des plus gros avantages financiers que les familles ont, c'est les allocations familiales. Fait que les allocations pour enfants puis les allocations famille. Donc, on a deux paliers. La chance qu'on a au Québec, là, c'est qu'on a deux gouvernements qui se parlent pas tant. Fait que t'as le fédéral qui dit « on va vous aider quand vous avez des enfants », puis t'as le provincial qui dit « ah, nous autres, on va vous aider ». Fait que, la bonne nouvelle, c'est qu'on a deux paliers qui nous offrent des avantages similaires, mais différents, mais cumulables et non imposables. Donc, premièrement, il faut comprendre que les allocations famille vont être déterminées basées sur le revenu familial. Fait que, tantôt, quand je disais que faire l'optimisation financière pour les familles, là on ne peut pas regarder deux individus. Il faut qu'on regarde la famille parce que les allocations familiales sont basées sur le revenu familial après REER. Exact. J'aime comment j'aime ça, ta subtilité. Je le dis là, en bon terme vulgarisé. Là, c'est ça. Donc, c'est le revenu net imposable. Donc, on dit après avoir fait du REER ou après avoir mis nos déductions sur le travail autonome, après nos dépenses. C'est vraiment le revenu imposable. Donc, c'est basé là-dessus. Donc, à partir du moment que tu comprends ça, puis que tu dis, ben plus j'ai de l'air pauvre aux yeux du gouvernement, plus ils vont me donner de l'argent en allocation familiale. Bien, c'est là qu'on va travailler avec le conseiller et la conseillère pour faire bien, comment est-ce que je peux avoir l'air le plus pauvre possible aux yeux du gouvernement. Sans l'aide pour vrai. Sans l'aide pour vrai. C'est ça, la nuance. La nuance est là, donc sans l'aide pour vrai. Donc ça, c'est le premier système à comprendre, il est là. Travailler pour avoir l'air le plus pauvre possible aux yeux du gouvernement, sans nuire à notre capacité d'emprunt ou nuire à notre capacité d'épargne. Oui, parce que quand on veut emprunter, là, on veut avoir l'air le plus riche possible. Exactement. Quand on fait la déclaration d'impôt, c'est le plus pauvre possible. Oui. Puis tu sais, comme pour les travailleurs autonomes, souvent, ce qu'on va entendre, mais mettons, j'ai dit beaucoup de dépenses, on veut justement avoir l'air le plus pauvre possible. Puis on va dire, oui, c'est bon, exemple, si on a des enfants, ça va être bon pour tes allocations familiales. Mais minute, est-ce que tu veux t'acheter quelque chose prochainement?
Est-ce là que où tu avais on prévu parle acheter? d'objectif. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, le conseil financier va dire, OK, oui, c'est bien beau si on met beaucoup de dépenses en tant que travailleur autonome, on va être capable de réduire tes revenus, puis tu vas avoir l'air pauvre aux yeux du gouvernement, tu vas avoir des allocations Aux yeux familiales. de la banque aussi, par exemple. Mais la banque aussi, la banque, elle va toujours prendre les mêmes données qu'on déclare au gouvernement. Donc, si on se déclare pauvre aux yeux du gouvernement, on se déclare pauvre aux yeux de la banque aussi. Ouais. Donc, c'est important aussi, c'est pour ça, quand on fait des moves comptables comme ça, de vraiment valider que c'est quand même en ligne avec les autres objectifs qu'on a. Puis, ultimement, mais il y a d'autres moyens de diminuer ses revenus, autres que par juste se mettre beaucoup de dépenses. Oui, puis je crois que quand on fait un travail aussi moyen-long terme avec les clients, il y a des cycles où est-ce que, par exemple, quand les taux d'intérêt sont vraiment bas, ben c'est pas, ça se prévoit pas nécessairement d'avance quand est-ce que la Banque centrale va ajuster les taux, mais on sait qu'en ce moment les taux sont hauts, ben tu peux te préparer à quand ça va baisser, essayer d'améliorer ton portrait financier, d'aller chercher du pouvoir d'achat le plus possible, puis essayer d'ajuster un peu que les cycles. Oui, exact. T'sais, puis une des choses qui est super important à regarder au niveau des finances familiales, c'est de regarder le coût d'emprunt. Puis le coût d'emprunt moyen, là, je parle pas de l'hypothèque. Parce que l'hypothèque, même si le taux directeur est plus élevé, les taux hypothécaires sont plus élevés, ça va toujours demeurer le plus faible coût d'emprunt. Ça va toujours être la façon la plus économique d'emprunter, ça va être par un produit hypothécaire. Toujours. Puis là, ceux qui me disent, ouais, mais tu sais, pour ne pas nommer de produit, mais tu sais, comme quand j'ai acheté un meuble, puis ça m'a fait un prêt à 0% pendant un an, là, il est 0% pendant un an. Mais regarde après, il est à combien ton prêt? Tu sais, à l'intérêt composé, là, du 14,99 plus. Là. Donc, je considère que la méthode la plus efficace et la moins coûteuse à emprunter, c'est d'utiliser un produit hypothécaire. Fait qu'au niveau de la famille, quand on regarde, puis on a des prêts auto, puis on a peut-être des marges de crédit personnelles, un montant sur une carte de crédit, on a eu un congé de maternité plus un 6 mois sans solde parce qu'il n'y avait pas de place en garderie. C'est la réalité, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens que c'est ça parce que c'est la réalité qu'on vit. C'est des pertes de revenus. Puis dans les dernières années, c'est aussi des pertes de revenus non attendues. Tu sais, l'histoire des garderies, j'ai une cliente sur deux là, qui a dû prendre un sans solde 6 mois, un an, en attendant d'avoir une place en garderie. Tu sais. Donc, ça engendre des fois de la dette, de l'emprunt. Mais après ça, d'être capable de regarder, OK, bien, si j'ai des paiements par mois qui passent à cause de ces emprunts-là, est-ce qu'il y a des changements que je peux faire dans ma structure pour, de un, diminuer mon coût d'emprunt, que ça me coûte le moins d'intérêt possible, mais aussi pour diminuer mes paiements? Parce que plus je suis capable d'écraser mes paiements sur mes emprunts, plus je suis capable d'épargner. Plus ça me libère de la place pour épargner. Exact. Donc, ça fait partie de la base du travail. On dit, tu sais, comprendre les systèmes financiers, oui. Puis après ça, il faut aller optimiser son budget. Exact. Il faut aller voir comment je peux écraser mes paiements le plus possible. Puis c'est pas juste une question d'épargner à l'épicerie. Les paiements de prêt. Ça, c'est de zoom out puis de faire le big Puis regarder picture. c'est quoi mon coût d'intérêt. Quelque chose qui me coûte 20 versus quelque chose qui me coûte 7 On ramène tout au taux d'intérêt le plus bas. Dès qu'on a peut-être un prêt ou une marge qui ne nous reste pas beaucoup à payer, on le clenche. Faire ça, le paiement de cette marge-là, on va l'appliquer sur le prochain prêt. Exact. Ou si on a la capacité d'utiliser les produits hypothécaires, bien, de tout rapatrier sur un taux hypothécaire. Ça va libérer du budget incroyable. Là. Pour des clients, tu sais, je l'avais fait. En fait, c'est quelque chose qu'on fait vraiment souvent. On travaille avec une marge hypothécaire pour rembourser d'autres dettes. Ça nous permet d'aller diminuer le coût d'emprunt et baisser le paiement mensuel. J'ai des clients pour qui on avait fait ça l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'était ça. Il y avait eu 2 congés de maternité, je pense un sans solde un petit peu, mais bref, il y avait comme 3 petits prêts. C'était pas des gros... je pense que le total de la dette, c'était peut-être 15 000. Dans le sens que c'était pas astronomique. Mais c'était un 200 piastres là, mensuel, 400 ici. Puis au total, là, c'était 1 200 qu'elle a en paiement. Sans parler de l'hypothèque, en paiement. Pour des petites dettes. Pour des petites dettes qui traînent. Puis, fait qu'on a consolidé ça sur la maison. Puis ça a réduit leur paiement mensuel de 800 Ça paraît, là. Fait que 800 on a fait quoi? On est allé mettre du REER. On a mis du REER. On a fait une stratégie REER aussi avec notre marge. On est allé augmenter les allocations familiales. Avec l'augmentation des allocations familiales, on est allé remplir les régimes épargne-études. C'est comme ça. Régime épargne-études, subvention du gouvernement, 20 30 Exact. Fait que, rendement. Ça arrête plus. Fait honnêtement, puis c'est un déplacement. J'aime ça dire de la réallocation d'actifs. Réallocation d'actifs, c'est une réorganisation financière. Exact. On n'a pas fait on n'a pas ajouté de risque, on n'a pas fait un tour de magie. On a regardé l'ensemble, on a vu une opportunité, parce que plus la stratégie ou plus la situation financière est complexe, plus il y a des opportunités. Exact. C'est vraiment ça. Fait qu'à partir du moment qu'on le voit comme ça, de voir la vision globale, faire comme, OK, sont où mes opportunités d'optimisation, puis il y en a. Fait que ça, c'est un exemple concret, mais qu'on a fait souvent au cabinet. Puis c'est des changements financiers qui ont le plus d'impact. Oui, puis j'aime ce que tu as dit.
notre valeur ajoutée dans la complexité. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai toujours pas eu de misère avec les gens qui étaient en mesure de faire de la gestion autonome dans leur placement puis qui étaient bons. C'est comme, ben, scrape pas ça dans le fond, mais appelle-moi pour ce que tu as besoin. Tu sais, ça, t'as pas besoin. Mais... Ça, utilise tes forces. Moi, au pire, je serais un sounding board, puis on va pouvoir échanger, tu sais. Ouais. Mais non, il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être mises en place pour aller optimiser ces différents volets-là. Donc, tu sais, on optimise le budget, on diminue le coût d'emprunt, oui, mais après ça, on regarde avec le terrain de jeu qu'on s'est créé en libérant du budget comme ça ou de l'équité sur la maison. Comment est-ce que je peux aller optimiser ma fiscalité familiale, aller chercher plus d'allocations, aller chercher... Tu sais, les subventions dans le REE, peu de gens savent que, premièrement, le 30 de subvention qu'on a sur les premiers 2 500 $ contribués par enfant par année, en fait, c'est 10 du provincial, 20 du fédéral. Encore une fois, 2 paliers du gouvernement qui ne se parlent pas. Dans d'autres provinces du Canada, ils n'ont pas le 10 là. Exact. Ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que ce 30 %-là, il vient d'emblée. Fait qu'il faut juste cotiser dans son régime épargne-études. Mais aussi, si on se classe parmi une certaine braquette de revenus, on peut aller chercher plus que 30 fait qu'on peut aller chercher des bonifications provinciales et des bonifications fédérales qui peuvent aller chercher, on va se rendre jusqu'à 35-40 du premier 500, du premier 1 000 $ investi. Donc, on s'en va bonifier encore plus ces subventions. Et pour déterminer si on est éligible à ces bonifications-là de subventions, ils vont regarder quoi? Les revenus. Le revenu familial imposable. Donc, tu sais, quand on dit de mettre le bon pion au bon endroit, au bon moment, là, c'est aller voir c'est quoi l'impact sur les allocations familiales, c'est quoi l'impact sur mes subventions que je vais recevoir dans mon régime épargne-études, c'est quoi l'impact sur mes crédits d'impôt, ma déduction d'impôt pour mes frais de garde. Ça va avoir un impact sur tout. Fait que, tu sais, quand on cumule ça, là, c'est de l'argent de plus dans les poches des gens. Tu sais, ça fait une grosse différence. Bien, c'est pour ça que tu avais retenu mon attention dans ce que tu partages parce que tu en parles. Puis j'ai l'impression que, puis je m'inclus là-dedans, on n'en parle pas assez parce qu'on le sait, les conseillers et les conseillères, mais on le met pas assez de l'avant, puis j'aimais que toi, tu le fasses. Puis est-ce que tu crois que les gens ne le mettent pas de l'avant? Tu sais, j'ai dit on le sait, là, mais est-ce que tu penses que les gens maîtrisent ça ou ils le mettent pas de l'avant parce qu'ils le maîtrisent moins? Au niveau du conseiller, ben tu sais, moi, ce que moi, je pense sincèrement, c'est qu'il y en a peut-être encore qui ne réalisent pas l'impact que ça peut avoir. C'est de voir, parce que je pense que... Ah ouais, mais c'est juste 2500. Ouais, tu sais, puis dans le fond, moi, j'ai 700$ de plus. OK, tu sais, peut-être pour certaines personnes, ils vont dire que c'est des pinottes. Ouais. Mais la réalité, là, c'est que le commun des mortels, qui est comme 90% de la population, là, ça va avoir un gros impact. Ça va faire une différence. Puis les années, là, en 30-40 ans, là, c'est les années les plus importantes dans nos finances. Parce que c'est là qu'on a une capacité de générer du revenu. On a souvent terminé les études, on a commencé une carrière, on a quelque chose de plus stable. On est dans le pic de notre carrière aussi. On est dans le pic où, du moins, on est lancé. Là. Tu sais, là, l'argent commence à rentrer de façon plus simple. Exactement. Mais c'est aussi la période où est-ce qu'on a de la dette, on a une hypothèque, on a des enfants. Tu sais, il y a des différents éléments qui viennent aussi générer un impact négatif, si on veut, sur nos finances. Ce qui fait que c'est la période critique où est-ce que le conseil a le plus d'impact. Exact. C'est là que c'est le plus important. Puis en parallèle, c'est aussi la période de vie où est-ce que les clients sont le plus négligés par leurs institutions financières. Ouais. Parce que tant que tu n'as pas 150 000, 200 000 en liquide, peu importe ce que tu as en actif immobilier, en liquide, il n'y a personne qui va s'occuper de toi à la banque. Tu vas appeler, tu vas passer une commande pour ton REER, ils vont te mettre ça en épargne. Ils vont te donner une carte de crédit. Ils vont te donner une carte de crédit, puis le conseiller va avoir un bonus là-dessus à la fin de l'année. Je veux dire, c'est ça qui est dommage, puis c'est pour ça que moi, je me suis lancée dans cette clientèle-là, parce que pour avoir travaillé en institution financière pendant 10 ans, c'est une clientèle qui est de un sous-servie et de deux, c'est celle qui en a le plus de besoin. Tu sais, comme l'impact est vraiment là, tu sais, donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces ressources-là, puis oui, d'aller maximiser la fiscalité parce que c'est de l'argent gratuit. C'est ça. Tu sais, puis la réalité, tu sais, si on revient un peu à ce que tu disais... C'est qu'on dort dessus, On dort dessus, puis c'est là. C'est là, puis des fois, l'argent, entre la mettre... Tu sais, peut-être que l'argent, tu l'aurais mis dans ton CELI, là, cette cotisation-là, puis si tu l'avais juste mis dans ta poche gauche au lieu de mettre dans ta poche droite... Ça aurait été complètement différent. Tu serais allé chercher 3 000 de plus par année. Ça t'a rien coûté de plus. Puis tu sais, Mané, je pense aussi, tu sais, tantôt on dit juste un 700 puis tout ça. Tu sais, pense à combien de temps ça te prend pour générer ce montant-là. Tu sais, c'est du temps que tu travailles pas. Là, tu fais ton argent travailler pour toi. Là, ça prend son sens. Peu importe le petit montant ou le gros montant, parce que, tu sais, moi je fais du trading depuis des années, puis je peux te dire que les petites pertes, là, ils s'accumulent. Bien, les petits gains aussi, ils s'accumulent.
c'est bon papa, c'est bon maman. Là. Fait que tous les petits que tu es capable d'aller chercher, Ouais. tu les fais travailler, puis le compound effect, au fur et à mesure, au fil du temps, d'année en année, tu sais, tantôt, ça va être 30 de subvention, là, ben c'est avant le rendement. Avant le rendement. Avant le rendement. Tu fais aussi le rendement sur ta subvention. Ouais. Tu sais, fait que, non. Puis, tu sais, on parle, oui, des fois, ça va être des plus petits écarts, mettons, annuellement. Ça va peut-être faire, je sais pas, un 750 de plus ou des fois. Mais des fois, là, c'est des gros écarts. Là. Moi, j'ai des clients pour qui, à chaque année, on fait des cotisations REER en levier. Parce qu'à chaque année, juste pendant l'année, c'est trop payant. L'augmentation des allocations familiales vient rembourser l'ensemble de la dette en 10 à 12 mois. Ouais. Donc, puis ça veut dire que ces clients-là, là, spécifiquement, là, ils ont 3 enfants, ils ont les allocations familiales qui travaillent en leur faveur. On fait une cotisation REER au bon conjoint pour que ça soit le plus payant possible. Puis entre le retour d'impôt reçu puis l'augmentation des allocations familiales, l'année passée, là, ça a augmenté leur paiement, pas leur paiement, leur revenu mensuel de 800 $ par mois. Net. Net, parce que c'est pas imposable. C'est ça qu'il faut aussi. Une autre nuance, là, il faut comprendre la différence entre le net et le brut. Ouais. Là. C'est une grosse différence. Tous les avantages que le gouvernement nous donne au niveau des allocations familiales, c'est non imposable, Exact. c'est net. Fait que si on augmente 300 de 300 $ les allocations familiales par mois, c'est comme si on avait eu à générer un 500 ou un 600 $ imposable. Tu sais, Ouais. pensez-y en heures de travail. Là. C'est ça. Mais c'est pour ça que je voulais dire combien de temps ça te prend à travailler pour générer ça. Là. C'est ça. Tu sais, un 1000 $, là, c'est quand même pour plusieurs personnes, ça va être 2 semaines, 3 semaines de travail. Ben, je pense pas que c'est négligeable. Là. Je pense que ça se néglige pas. Mais moi, c'est surtout que c'est là. Ouais, c'est ça. C'est là. Tu sais, c'est juste une question de mettre le bon pion à la bonne place. Fait qu'on va le mettre. Ouais. Pourquoi qu'on cracherait là-dessus? Puis il y en a peut-être qui sont prêts à comme passer à côté de ça. Mais la plupart des gens ne sont pas prêts à passer à côté de ça. Puis la seule raison pour laquelle ils passent à côté de ça, c'est qu'ils savent pas que c'est là. C'est ça. Fait que nous, notre rôle, c'est de leur montrer ça. Fait que je pense que certains conseillers, peut-être, ne voient pas l'ampleur de l'impact que ça peut avoir. Ouais. Et peut-être aussi qui manquent de ressources ou d'expérience pour appliquer les bons concepts au bon moment, pour vraiment aller maximiser l'ensemble de ces avantages-là. Ouais, c'est peut-être un facteur aussi. C'est ça. Il faut quand même que tu aies la compréhension du système global aussi, la compréhension du système de dette aussi, pour être capable de maximiser l'avantage. Mais ultimement, moi, je pense que juste il faut une prise de conscience au niveau des conseils que c'est payant pour nos clients. Là, exact. T'sais. Mais c'est la prise de conscience, comme tu dis. C'est un peu comme quand on va d'une formation. Là. J'avais compris ce concept-là, moi, avec Manuvie. Ouais. Alors, un shout-out, Manuvie, pour la conférence. Mais c'est eux qui m'avaient fait comprendre la gestion de la dette beaucoup mieux. Parce que j'ai travaillé en financement avant d'être en service financier. Puis, tu sais, je comprenais le portefeuille financier, la préqualification. Je comprenais, tu sais, les taux et les ratios, mais pas la gestion de la dette comme ça. C'est ça la différence. Donc, peut-être que ton expérience bancaire aussi, c'est là où tu as eu ton déclic, là, mais ouais, c'est la prise de conscience. Exact. C'est sûr que moi, j'ai quand même un certain background qui fait que j'ai ces connaissances-là en tête. Je les ai, j'ai travaillé avec les produits financiers, j'ai travaillé avec les hypothèques, j'ai travaillé avec les prêts à l'entreprise, au personnel. C'est sûr que oui, j'ai cette expérience-là, mais moi, j'en ai fait du coaching dans des équipes, dans des cabinets, pour des amis, pour aller parler de quoi regarder, les questions à poser. Ultimement, notre rôle, c'est de voir les opportunités. Ouais. Notre rôle, c'est pas de tout savoir comment tout faire. C'est de voir les opportunités puis de mettre nos clients entre les bonnes mains pour les appliquer. Donc, des fois, si c'est pas ton expertise, le volet de dette, c'est correct. Ouais. Si tu es capable de voir, je pense qu'il y a une opportunité ici pour mon client, laisse-moi parler avec j'ai des partenaires, des associés, tu sais, en conseiller, on se parle, on s'entraide. Je vois quelque chose pour toi, monsieur le client. Laisse-moi vérifier quelque chose, je pense qu'on a quelque chose à faire. Donc, c'est de créer cette ouverture-là pour voir les opportunités, quitte après ça, aller demander de l'aide puis de développer sa compétence là-dessus après. Oui, parce qu'on en a des ressources. Puis, tu sais, ce qu'il faut toujours se souvenir en tant que conseiller, puis c'est, tu sais, quand je fais des formations là-dessus, je le réitère, puis je mets beaucoup d'emphase là-dessus, mais aider les gens à générer plus d'actifs ou à générer une augmentation dans leur valeur nette, c'est sûr que ça va avoir un impact puis que les gens vont apprécier. Mais aide quelqu'un à gérer sa dette. Ouais. Aide quelqu'un avec sa dette. C'est à la base, tu sais. C'est intime de la dette. C'est très, très, très intime. Et si on aide nos clients à bien gérer leur dette, non seulement est-ce que nous, ça nous ouvre des portes à aider justement à augmenter la valeur nette parce qu'on a libéré du budget, mais la confiance, elle va aller se bâtir là parce que j'ai aidé avec le bobo. Vulnérable. Oui, j'ai aidé avec la chose qui ça me donne rien dans le sens que moi, personnellement, en tant que conseiller, en tant que rentabilité, ça me donne rien là, de consolider tes dettes. Mais si je t'aide avec ça, là, on va pouvoir après ça travailler ensemble et faire exploser après ça ta stratégie financière. Mais aider les clients avec leurs dettes,
c'est de créer un lien. Là, on crée une relation, un lien de confiance, puis c'est ça que tu développes. Après, c'est ça qui vient ancrer ta relation. Puis, à l'inverse, si tu travailles, tu mets tous tes efforts à bâtir une stratégie financière super, super efficace, vraiment, les beaux portefeuilles, les stratégies d'assurance, tout est performant. Si tu n'as pas accordé d'attention à la dette, il y a deux choses qui sont réservées. De un, ta stratégie ne marchera pas, puis tu ne comprendras pas pourquoi. Mais le client va dire que ça ne marche pas, mais tu ne comprendras pas pourquoi. Ouais. Ou tu vas passer à côté d'une autre opportunité. Tu sais, soit tu vas te faire shut down complètement, ou le client il va le mettre en place, puis à un moment donné, ça va planter. Ça va planter. Mais ultimement, si tu ne regardes pas le volet dette, il te manque un morceau super important Ben dans ton analyse de besoin puis dans ton analyse de ton client. Puis la dette, le client ne va pas nécessairement te le mettre toute carte sur table. Ouais. Il faut que tu grattes. Faut que tu grattes, faut que tu poses des questions. Les clients, tu sais, souvent, ça vient avec un genre de tabou aussi, tu sais, puis ça devrait pas parce qu'on a tous ces systèmes de dette. Je pense que c'est différent. Je le ressens moins, moi, le tabou. Quand ils sont assis en rencontre avec nous, je crois que c'est là, justement, où ils sont dans une atmosphère confortable pour en parler, puis... oui, mais souvent, il faut poser la question. Ouais, c'est si sûr. tu me dis, parle-moi de tes actifs, ton hypothèque, nanana, après ça, si tu passes à l'autre question, il va pas dire, hey, en passant, j'ai aussi un prêt consolidation qui date de 3 ans. Il faut que tu poses la question, y a-tu d'autres prêts? Oui, moi aussi, tu sais, je suis d'accord avec toi, les gens vont nous en parler, mais c'est pas quelque chose qu'ils vont vouloir partager. Quand on fait l'analyse de besoin, on le demande. Puis si tu dis pas est-ce qu'il y a d'autres choses, c'est vrai qu'il le dit pas. Exact. Puis moi, je donne l'exemple. Quand je parle au client, un prêt étudiant, une marge personnelle, un prêt auto, un prêt... ça se peut qu'ils pensent juste pas non plus. Ils pensent pas, le prêt piscine, peut-être, oui, c'est vrai, on a ça. Ah oui, c'est vrai, on a ça. Donc, tu sais, c'est vraiment, c'est prendre la peine d'aller gratter parce que si on n'a pas... Si on n'a pas traité, ou au moins, tu sais, sans avoir fait de changement au niveau de la structure de la dette, mais si on n'a pas eu cette conversation-là avec notre client, le client qui a un stress à cause de sa dette, là, il est dans sa tête tout le temps. Tu vas lui parler de ta stratégie, tu vas lui parler de ta stratégie d'épargne, de REER, d'allocation familiale. Il pense juste à sa dette. Ouais. Lui, tout ce qu'il dit, c'est... Tu lui rajoutes des couches de pression, il parle de ça. J'ai un autre paiement, ça, mon Dieu. Lui, il va voir la cotisation comme un paiement, comme une obligation. Fait qu'il faut éliminer ce stress-là de sa tête pour être capable de faire place à une ouverture, à nous écouter dans notre stratégie qui va être payante, tu sais. Ben oui, définitivement. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Puis la dette, elle grandit avec ton comportement aussi, tu sais. Il y en a plein qui font plus d'argent qu'il n'en reste pas plus. Fait que, à la base, je pense que la gestion de la dette, là, c'est vraiment la fondation ou la structure sur laquelle tu peux bâtir ta stratégie d'optimisation fiscale. Oui, exact. Ben, j'ai vraiment aimé ça, puis j'espère que vous aussi, vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'ai invité Cynthia au podcast. En plus, j'ai même pas eu besoin de regarder les points que je voulais qu'on discute. Les ai tous passés un après l'autre, là, fait que super sharp. Ben oui, c'est pour ça qu'on a pris les couches. Premier épisode en couch en plus aujourd'hui. En plus, Colin, on a brisé la glace des couches. Ben oui, merci d'avoir brisé la glace avec moi. Si les gens veulent te rejoindre, communiquer ou travailler avec toi, où est-ce qu'ils peuvent le faire? En fait, vous pouvez nous communiquer sur le site web, donc monchoixfinancier.com. Vous pouvez céduler une rencontre, céduler un appel découverte. Les rencontres sont toujours sans frais. C'est vraiment la façon plus efficace de nous communiquer avec nous, c'est via monchoixfinancier.com. Donc, vous l'avez entendu, via monchoixfinancier.com. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à tous pour votre écoute. Bonne fin de journée. Au prochain épisode. Merci, Hugo. Salut.